de mes lectures effectuées début janvier, puisque j'ai finalement été en vacances jusqu'à la semaine dernière, ce qui veut dire que j'ai vraiment eu le temps de lire comme je le veux, c'est-à-dire toute la journée chez moi, bien avancée à mon propre rythme. Et j'ai donc lu 8 livres pour ce début de mois et j'avais envie un petit peu de parler des tops, des flops, enfin bref, de faire une petite vidéo bilan. Comme il y a pas mal de livres, je vais de toute façon mettre dans la barre les différents titres dont je vais parler, donc si vous voulez cliquer et sauter directement, faites-le sans autre. Voilà, et maintenant fini de tergiverser, je vais vous parler des 8 livres que j'ai lus ce début de mois. Donc tout d'abord, une lecture au titre provocateur, Les putes voilées n'iront jamais au paradis de Chador Javan. Alors je triche un petit peu parce que je l'avais commencé à la toute fin de 2020 et je l'ai terminé au tout début de 2021. Comme vous voyez, il s'agit d'un roman plutôt court. Chador Javan est une écrivaine iranienne installée en France depuis maintenant de nombreuses années, qui a d'ailleurs la nationalité française sauf erreur. Et elle va nous parler de la condition des prostituées en Iran à travers deux personnages, deux amis d'enfance, Zara et Soudabeh, qui naissent vraiment dans les bas-fonds d'une grande ville iranienne et qui font très rapidement face à la pauvreté, à la misère, au mariage forcé. Chador Javan va interposer l'histoire de ces deux femmes avec des cas de prostituées, plus spécifiquement de meurtres de prostituées. Alors il faut savoir qu'en Iran, la prostitution est répréhensible de la peine de mort, c'est-à-dire que soit l'on est assassiné par l'État, soit l'on est assassiné par un client qui sera très rarement puni correctement au niveau légal. Donc c'est très sombre, c'est très dur à lire, c'est également très réaliste puisqu'on a vraiment l'exposition ici d'un problème réel qui est celui du traitement des prostituées en Iran. On n'épargne rien, ni à ces femmes que l'on présente, ni à Zara ou à Soudabeh, c'est-à-dire que l'on a des scènes très crues, très rudes à la lecture, il faut le savoir, des scènes de viol, des scènes de pédophilie, des scènes d'inceste. Donc vraiment, avant de lire ce roman, gardez en tête qu'on va rien vous épargner. J'ai trouvé plusieurs passages vraiment difficiles à lire. Heureusement, la fin du livre amène un petit peu de nuance parce que sinon on aurait vraiment été dans quelque chose, je trouve, de trop dur, de trop cru, de trop négatif de bout en bout, de trop noir de bout en bout, et j'aurais presque trouvé ça un petit peu dommage parce qu'il y a une réelle force dans la plume de Chador Javan et dans ce qu'elle dénonce, c'est-à-dire que bien sûr elle ne s'arrête pas à la question de la prostitution, elle va parler de la place de la femme dans la société islamique, de la place de la femme en Iran, de ce que le traitement des prostituées révèle du traitement des femmes au sens plus large, de ce que ce traitement révèle également de la vision du sexe par l'État iranien, qui est bien évidemment totalement hypocrite, puisque d'une part il réprime la sexualité, mais d'autre part il voit du sexe absolument partout, on est dans la paranoïa la plus totale. On va explorer également différents types de prostitution, c'est-à-dire autant la prostitution vraiment des maisons closes, des bas-fonds de Téhéran, jusqu'à la prostitution qualifiée de haut de gamme et des différentes vies que peuvent mener les prostituées selon leur statut. Donc un très très bon ouvrage que je vous recommande, toutefois pour un public averti, pour un public en connaissance de cause, puisqu'on va parler d'un sujet très dur. Alors ensuite, une autre excellente lecture, il s'agit de HHHH de Laurent Binet, et ce HHHH dit en magnifique allemand signifie Himmlers Hirn heißt Heydrich, c'est-à-dire le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. C'est un roman historique qui va parler d'Heydrich et plus spécifiquement de l'assassinat d'Heydrich à Prague pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un roman historique particulier puisqu'il est un petit peu dans la métafiction. On a un narrateur qui est assez présent, qui va nous amener ses réflexions d'écriture, qui va nous montrer les difficultés d'écrire un roman historique finalement, à parler de réalité historique mais dans un cadre romanesque, c'est-à-dire des choses vraies dont on parle, mais des petits basculements vers la fiction qu'on va nécessairement avoir puisqu'on va essayer de recréer les monologues intérieurs des personnages, on va essayer de recréer leurs émotions alors que ce sont des choses qui appartiennent au domaine romanesque et pas au domaine de la réalité historique. J'ai adoré, ça a été vraiment une très très bonne lecture, ça a vraiment bien lancé l'année 2021. On ne va pas parler seulement de Heydrich dans ce roman, on va aussi parler des deux résistants respectivement tchèques et slovaques qui l'ont assassiné. Ils se prénomment Gabčík et Kubis, si je prononce mal, je m'excuse vraiment. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que bien sûr on regarde ces événements avec du recul, mais Laurent Binet réussit réellement à nous transposer dans la tête de ces personnages. Donc je pense que comme beaucoup de personnes, c'est vrai que j'ai une attirance naturelle vers les résistants, particulièrement dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ils ont résisté, comment ils ont réussi finalement à avoir ce courage
de s'interposer à un régime au prix très souvent de leur propre vie. Et là on va vraiment être au cœur de l'action de cet acte de résistance immense qu'est d'assassiner un chef de file du parti nazi dans une Tchéquie occupée. On va apprendre plein de choses du coup sur ces deux personnages, on va également apprendre plein de choses sur l'occupation de la Tchéquie, sur le rôle de la Slovaquie, sur la résistance des Tchèques, sur la répression qui a suivi cette résistance, donc vraiment très intéressant. Il se lit très bien puisqu'il s'agit d'une série de chapitres très courts, vraiment avec ce narrateur plutôt présent. Alors je pense que si vous voulez vraiment un roman historique pur, peut-être cela va un petit peu vous déranger puisque Laurent Binet cherche à jouer avec les codes du roman historique, mais moi ça m'a vraiment permis de m'engager dans l'histoire, ça m'a permis de m'intéresser de près aux personnages. On voit toute la recherche documentaire qu'il fait, toutes les réflexions qu'il se fait, et j'ai trouvé ça très innovant, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé qu'il y avait ce jeu avec le lecteur qui était très bien recréé, mais qu'en même temps on ne prenait pas du tout le lecteur par la main, qu'on n'était pas du tout dans un style démagogique non plus. Donc une très bonne lecture qui m'avait été chaudement recommandée plusieurs fois, et du coup je vous la recommande à vous aussi. Ensuite j'ai lu La Mezzanine de Nicholson Baker, qui est un court roman américain contemporain qui est traduit en français. Ici je l'ai dans sa version originale anglais. C'est un petit peu moins bien marché. Après j'avais été tellement engagée par Laurent Binet, je pense que le livre suivant allait forcément un petit peu en pâtir. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, on est dans une écriture très moderne et au niveau de l'histoire, il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est-à-dire que le personnage principal est un cadre dans un bureau qui, un matin, va avoir un lacet qui casse et il va devoir sortir de son bureau, prendre un escalator pour aller se faire réparer son lacet. Et ça va être un flux de conscience. Donc on va être dans la tête de ce personnage, on va le voir se poser plein de questions, très matérialiste, mais pas dans le sens négatif du terme, plutôt dans le sens quel est le rôle de ces objets anodins dans ma vie de tous les jours. Également au niveau du style, il y a des notes de bas de page immenses, c'est-à-dire que ça c'est le texte original, ça c'est la note de bas de page, puisque forcément un flux de conscience ça part un petit peu dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'était plutôt bien recréé, c'est vrai que j'ai retrouvé plein de choses d'auteurs que j'aime bien, j'ai retrouvé plein de choses de Joyce, de Woolf, de Faulkner, de Pynchon également, mais je n'ai juste pas adhéré ni au style ni aux propos. Je me suis beaucoup ennuyée. C'est un roman qui est censé être drôle, je n'ai vraiment pas réussi à tomber dans l'humour de cette œuvre. C'est une œuvre qui est également très américaine, je trouve, donc il faut bien connaître certaines références à la culture américaine pour l'apprécier quand même. Et même moi qui aime bien les États-Unis, qui aime bien apprendre des choses sur la culture de ce pays, notamment dans les romans, j'ai vraiment moins bien accroché à cette œuvre. Je pense qu'objectivement ce roman a plein de qualités, je pense que le style est audacieux, est original, qu'il y a ce ton caustique qui peut séduire bien des personnes, mais ça n'a pas été le cas pour moi et finalement j'ai abandonné un petit peu avant la fin parce que je n'ai pas réussi à accrocher à cette œuvre. Ensuite j'ai également opté pour un roman un petit peu plus court puisque La Mezzanine m'ennuyait beaucoup. J'ai décidé de commencer une lecture en parallèle pour pas décrocher complètement de la lecture, donc je me suis tournée vers une valeur sûre entre guillemets. Il s'agit de Yasunari Kawabata et des Belles Endormies. Alors, au niveau de l'intrigue, on va suivre un vieillard qui s'appelle Eguchi, qui est un habitué des maisons closes et qui va découvrir une maison close bien particulière puisque l'on n'y va pas pour avoir des rapports avec des prostituées, on y va pour dormir à côté de très jolies femmes qui sont généralement des vierges sélectionnées et puis à qui on a donné un sédatif très puissant pour qu'elles puissent complètement être endormies, qu'elles ne se rendent compte de rien. Donc on est dans un propos plutôt sinistre, assez pervers, quand même assez glauque sur les bords si je peux utiliser ce terme. Et on va voir ce vieillard qui retourne à plusieurs reprises, qui va voir une très belle jeune fille endormie à côté de lui, qui du fait de son état ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe autour d'elle. Et cela va mener Eguchi à réfléchir sur sa propre vie, sur ses propres relations amoureuses généralement ratées, sur ses rapports à sa femme, puis à ses maîtresses,
maîtresses puis à des prostituées. J'ai beaucoup aimé ce court roman. Alors comme vous pouvez bien l'imaginer, on a une vision pour le moins très particulière des femmes. Kawabata, j'ai l'impression, utilise quand même beaucoup ses propres fantasmes pour écrire. Mais pour moi, ce n'est pas forcément dérangeant. C'est-à-dire que Eguchi a vraiment un côté répulsif, un côté pitoyable. Le fait que l'on ressent bien que le narrateur ne va pas cautionner ce qui se passe, que le narrateur va montrer à quel point Eguchi est totalement pervers et pathétique à cause des choses qu'il fait. On va vraiment avoir une réelle introspection également de ce vieillard à cause de ses souvenirs. On va vraiment pouvoir voir comment fonctionne son rapport très malsain envers les femmes, d'où cela vient. On va avoir toute une réflexion sur la prostitution, sur la présence de la femme. On a ces belles endormies qui finalement sont certes endormies, du coup sont complètement muettes, mais jouent quand même à leur propre façon un rôle très important dans l'œuvre. Également la tenancière de cette espèce de maison close qui est très active, qui est finalement un des seuls personnages à qui Eguchi parle. Donc c'est une œuvre très particulière, c'est une œuvre qui est magnifiquement écrite, il faut le reconnaître. Kawabata réussit réellement toujours à créer ces ambiances très esthétiques, très poétiques, même sur des sujets a priori qui ne s'y apprêtent pas vraiment, comme c'est le cas avec Les Belles Endormies. J'ai quand même passé un très bon moment avec cette lecture. Vous voulez vraiment voir des thèmes de prédilection de la littérature japonaise, c'est-à-dire le déclin, l'esthétique, la sexualité, je vous recommande quand même Les Belles Endormies. En plus ça tombe bien, il est plutôt court et j'ai trouvé qu'il se lisait très très bien. Ensuite j'ai lu La Pastorale américaine de Philip Roth, ma première rencontre avec ce grand écrivain américain, récipient du prix Nobel de la littérature, décédé il y a seulement 2 ans. Alors je vais essayer de ne pas m'éterniser sur ce roman qui a été pour moi une véritable claque. J'ai pas d'autres termes, un coup de poing, un bouleversement, une lecture très très particulière, très très ambiguë, une lecture qui m'a vraiment fait pleurer au fait, pour être honnête, ce qui n'arrive pas toujours en littérature. Je suis pas vraiment une pleureuse lorsque je lis des livres. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette œuvre. Donc le point de départ de ce livre va être un personnage qui se nomme Zuckerman, qui est utilisé, de ce que j'ai compris, plusieurs fois par Philip Roth dans ses œuvres. D'ailleurs il joue un petit peu avec une ambiguïté entre lui et Zuckerman, puisqu'ils sont tous les deux nés à Newark dans le New Jersey, juste avant la Seconde Guerre mondiale, qu'ils sont tous les deux juifs, qu'ils sont tous les deux des écrivains. Ce personnage de Zuckerman est dans son adolescence très marqué par le personnage de Seymour Levov, qui est en quelque sorte la star de son lycée. Donc pour le contexte, on est dans une communauté majoritairement juive pendant la Seconde Guerre mondiale, donc dans un contexte très particulier, puisqu'ils sont au courant des persécutions qui se passent contre leur peuple en outre-Atlantique. Et ce personnage de Levov va devenir un véritable symbole d'espoir pour cette petite communauté. Il va être la star de son lycée. Il est surnommé The Swede, c'est-à-dire le suédois, puisqu'il est athlétique, grand, blond, yeux bleus. On lui attribue toutes les qualités. Après, il s'engage dans les Marines, puis il reprend l'entreprise familiale qui est une entreprise de production de gants. Il va épouser Miss New Jersey, bref, en apparence, le rêve américain complet. Et ce Zuckerman va souvent repenser au Swede et à ce qu'il est devenu, à quel homme il est devenu finalement. Et bien des années après, il va le rencontrer, penser qu'en apparence tout va bien, tout est normal, et puis s'apercevoir encore des années plus tard qu'en fait ce n'était pas du tout le cas et que c'est un homme qui portait un très lourd secret qui lui a complètement gâché la vie. Et ce que l'on apprend très rapidement, c'est que la fille issue du mariage entre le Swede et sa première femme, qui est l'ex-Miss New Jersey, est devenue une des terroristes les plus recherchées des États-Unis. C'est-à-dire qu'elle s'est radicalisée dans l'extrême gauche et qu'elle est responsable pour la mort de plusieurs personnes. Et ça va complètement détruire ce Swede. Donc quand je vous dis que ce roman est une chute, qu'on part du point le plus haut pour ce personnage de Levov et qu'on descend jusqu'aux enfers et plus bas, je ne fais absolument pas d'exagération. On va voir la vie d'un homme être complètement détruite. On va voir un homme qui est gentil, qui est intègre, qui est intelligent, subir les pires sévices psychologiques et finalement tomber dans le déni tellement la réalité est trop horrible pour être acceptée. Il va jamais réussir à se remettre
de ce qu'il voit comme un échec de sa part, du personnage qui est devenu sa fille, avec laquelle il a des souvenirs complètement idylliques, puisqu'il habite avec elle dans une ferme à la campagne lorsqu'elle est enfant, il est très proche d'elle, il a l'impression d'avoir une relation fusionnelle, et tout va exploser, tout va aller de mal en pis, et on voit un homme être totalement trahi par les attentes qu'il avait des États-Unis, par les attentes qu'il avait du rêve américain, par les attentes qu'il avait de sa propre famille, qui va être confronté à une cruauté qui est finalement totalement insensée. À aucun moment du roman on a réellement des réponses par rapport à ce qui s'est passé avec la fille du Swede, ce qui s'est passé avec lui. À aucun moment on a un signe d'espoir, on est vraiment dans du noir, on est vraiment dans une introspection psychologique très profonde des rapports entre cet homme et sa fille, puisque à partir du moment où elle devient terroriste, et je ne vous spoil pas, hein, c'est au tout début du livre, on va voir ce qui se passe réellement dans la tête de ce personnage, ce qui se passe dans ses rapports humains, comment ses rapports avec sa fille vont finalement évoluer après cet événement terrible. Et ça a été, il y a une scène notamment à la fin, un peu un huis clos entre différents personnages où il y a plein de choses qui ressortent et on se rend compte finalement qu'un des thèmes centraux de ce roman, c'est l'incompréhension qu'on a envers les autres, c'est le fait qu'on ne réussit pas toujours à comprendre les intentions des gens qu'on aime, on ne réussit pas forcément à aimer les mêmes choses qu'eux, à avoir la même vision du passé, du présent, du futur, et c'est cette grande solitude humaine qui m'a vraiment touchée quoi, et j'étais surprise parce que je dis pas que je voulais pas aimer Roth, mais j'ai tout de suite compris les défauts, selon moi encore une fois, de son style, mais c'est-à-dire qu'il a un style très guindé, qu'il a un style que je trouvais lourd, que la façon dont il écrivait les femmes, il y avait plein de choses qui me dérangeaient tout du long, mais j'ai été quand même absolument bouleversée par l'histoire du Swede, de sa vie, de sa fille, de ses relations amoureuses, que j'en suis ressortie. J'ai vraiment pas du tout pu lâcher le roman vers la fin, pourtant j'avais vraiment pourtant c'était dur à lire, c'était misérable quoi, on n'épargne rien au personnage et du coup on n'épargne rien au lecteur, on continue d'avoir des espoirs qui sont, enfin bon, je vais pas vous en dire plus non plus, mais je ne peux que vous encourager à lire ce livre, et ce malgré tous ces défauts, malgré, je le pense, une certaine forme de misogynie qui ressort beaucoup malheureusement dans le style de Philip Roth, mais j'ai été absolument chamboulée par ce roman. It's beyond my control. Et je pense qu'à partir du moment où l'on n'arrive pas à le lâcher, ensuite quand on le pose, on a une sensation presque de nausée, ensuite un jour après on y repense et cela nous fait pleurer, donc pas pendant la lecture, après avoir bien eu le temps de digérer tout ce qui s'était produit, j'y ai repensé et je me suis rendu compte que j'avais été absolument chamboulée par ce roman. J'y ai pensé d'ailleurs pendant plusieurs jours. Je pense qu'on est quand même sur une réussite. Donc j'ai adoré Philip Roth finalement, j'ai adoré La Pastorale américaine, j'ai été très surprise, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais pour plein de raisons. Ça a été un roman d'introspection, un roman de destruction également de la famille, du rêve américain, un roman sur les réflexions également entre le collectif et le privé, entre le fait que l'on aimerait bien que les deux restent séparés, or malheureusement l'histoire collective n'oublie pas même les familles les plus tranquilles, même les familles en apparence les plus préservées. Il y a une destruction de la petite bourgeoisie américaine, une destruction des aspirations des personnages. Génial, je n'ai pas vraiment d'autres termes pour décrire ce roman qui malgré tout est imparfait pour bien des points. Encore une fois, j'ai trouvé plusieurs personnages féminins très peu crédibles pour être honnête, mais je suis quand même restée abasourdie par la fin de ce roman, complètement choquée par tout ce qui s'est produit. Et donc si vous voulez vraiment une littérature qui vous fait ressentir quelque chose au plus profond de vous et qui ne vous laisse pas indemne à la fin, je ne peux que vous recommander La Pastorale américaine. Ensuite du coup après cet énorme coup de cœur slash coup de poing, c'était un petit peu difficile de repartir dans la lecture, et encore une fois malheureusement L'odeur du café de Dany Laferrière, qui est normalement un auteur que j'adore, ça n'a pas été un roman, franchement je suis pas très bien rentrée dedans, je suis restée plutôt mitigée. Il s'agit de plusieurs fragments, c'est des chapitres en tout cas très courts, où l'auteur va parler de son enfance à Haïti, dans la campagne d'Haïti où il vit avec sa grand-mère.
On est dans une forme de nostalgie qui n'est pas naïve puisqu'il parle de beaucoup de problèmes qui sont vécus au sein de sa propre famille mais également dans sa communauté, des problèmes qui reflètent également l'histoire de son pays. Mais je ne sais pas, je lui reconnais plein de qualités, je trouve que c'est très bien écrit, je trouve que c'est très charmant, je trouve que La Ferrière arrive très bien, rien que le titre, L'odeur du café. Moi qui adore le café, ça m'invoque énormément de choses. Mais j'ai pas réellement réussi à être séduite par les personnages. J'ai trouvé ça intéressant qu'à plusieurs reprises quand même, le narrateur dénonce à sa façon, à travers l'adulte qui revoit ses mémoires d'enfance, mais donc assez souvent quand même à travers les yeux d'enfant, parviennent à dénoncer le sexisme, parviennent à dénoncer des choses très dures que cet enfant très jeune doit réussir à comprendre à sa manière. On reste, alors on n'est pas du tout dans des événements tragiques, des événements terribles ou quoi que ce soit. C'est une enfance qui est de manière générale plutôt heureuse. Le narrateur habite avec sa grand-mère, il est très proche de sa grand-mère, mais on a quand même des réflexions très intéressantes sur la violence d'une communauté, sur le sexisme, sur le fait d'être rejeté par une communauté, sur comment un enfant est confronté à ces choses, comment il essaye de les comprendre, comment les adultes autour de lui bien souvent lui expliquent assez mal des choses plutôt compliquées. Mais je sais pas, j'ai juste pas réussi à rentrer dans ce petit roman très court pourtant, rempli de charme, rempli de choses très très mélancoliques, très très évocatrices, mais pour autant cela ne me détourne pas de l'œuvre de La Ferrière dans son ensemble et je pense qu'il peut plaire à bien d'autres personnes. Ensuite, autre lecture à mon sens exceptionnelle, j'ai lu Une femme à Berlin, un journal écrit par une anonyme qui commence le 20 avril 1945 pour se terminer le 22 juin. Il s'agit donc d'un journal de guerre, d'un témoignage d'une femme à Berlin à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale qui va écrire ses diverses expériences dans un carnet, mais qui va parler bien évidemment des viols de masse commis par les soldats soviétiques envers les femmes allemandes. Donc encore une fois, on va parler de viols, on va parler de conditions féminines, on va parler de Seconde Guerre mondiale. Ça a été une lecture extrêmement intéressante. On voit une femme dans des circonstances historiques exceptionnelles qui est dans une Berlin désormais complètement dévastée où l'on manque de tout, il n'y a plus d'électricité, il y a des pénuries de nourriture, les gens se battent pour de la viande littéralement pourrie, qui se réfugie au début dans une cave et qui voit petit à petit les soldats soviétiques envahir la ville et considérer les femmes comme des véritables trophées de guerre. C'est-à-dire que je dirais que d'après ce document, l'invasion soviétique se passe réellement en deux parties. Une première partie où les soldats soviétiques arrivent et font un petit peu ce qu'ils veulent, c'est l'anarchie totale, ils prennent les femmes qui leur plaisent littéralement. Puis l'occupation militaire un petit peu mieux régie entre guillemets avec une réelle hiérarchie, mais où les viols continuent de se produire simplement d'une façon un petit peu mieux régimentée, si on peut appeler ça comme ça. Donc on voit réellement le quotidien de ces femmes qui sont dans le camp des perdantes. Et c'est vrai que l'histoire étant en grande partie écrite par des hommes, on parle assez peu de ce que la défaite signifie pour les femmes, de ce que l'occupation signifie pour les femmes. Et très très souvent, on a plusieurs exemples historiques de ça. On peut également regarder l'occupation de la Chine par le Japon impérial. Cela se traduit par des viols, cela se traduit par une possession des corps féminins. On voit que les femmes ont en gros deux choix. Soit être violées par des soldats différents tous les jours pour le mettre très crudement, soit se trouver un protecteur, se trouver un soldat un petit peu plus haut placé et entretenir des rapports exclusivement avec lui dans l'espoir qu'il protège cette femme des autres soldats. On voit également cette Berlin complètement dévastée, cette Berlin où il y a un chaos total, ces personnes qui n'ont aucune idée finalement de ce à quoi le futur va ressembler, de ce que signifie la défaite militaire, est-ce que l'Allemagne va encore exister, est-ce qu'ils vont être rattachés à l'Union soviétique, ils n'en ont aucune idée, ils doivent juste vivre une vie au jour le jour, au milieu des ruines, au milieu de la dévastation. Et c'est très très intéressant.
je pense qu'on a vraiment de la peine à comprendre ce que signifiait la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, dans une Europe qui était en grande partie dévastée, tout particulièrement l'Allemagne. Et c'est vrai que bien évidemment on peut examiner toutes ces choses-là en bonne conscience sans pour autant cautionner le régime nazi ou le nazisme, ça j'espère que ça coule de source, mais qu'on peut tout de même voir à quoi ressemblait la vie de ces civils dans l'Allemagne de l'après-guerre, mais immédiate finalement, complètement détruite, dans un statut, avec un statut géopolitique complètement incertain. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes dans ce roman, plein de réflexions sur la masculinité, sur la féminité, sur le rôle de la femme dans le nazisme, également dans le fascisme, sur ce que signifie la défaite à cette époque dans la vision nazie, sur ce que les Allemands, ou en grande partie les Allemandes, pensaient d'Hitler à cette époque et des résultats finalement de la stratégie militaire allemande. Plein de choses extrêmement intéressantes dont on ne parle pas forcément beaucoup. Donc une lecture à mon sens nécessaire, une lecture franchement abordable, une lecture également qui se fait en toute pudeur, c'est-à-dire qu'elle va nommer ses viols, elle va utiliser le terme viol, mais il y aura très peu de descriptions, ce qui fait que très franchement cela reste pour moi totalement abordable. Ce n'est pas trop pénible non plus à lire. Comme par exemple le roman de Javan qui peut peut-être déranger un petit peu plus, mais on apprend quand même plein de choses sur le rôle des femmes dans la Seconde Guerre mondiale. Pour terminer, cette fois un essai, enfin je vais revenir sur ce terme, un essai féministe qui est désormais devenu incontournable. Il s'agit de King Kong Theory de Virginie Despentes. Alors, dans cet essai, divisé en plusieurs parties, Despentes va nous parler de son expérience personnelle, c'est-à-dire qu'elle va parler d'un viol qu'elle a vécu à l'adolescence tout d'abord, puis elle va parler de son expérience dans la prostitution et de son expérience dans la pornographie, puisque Virginie Despentes s'est prostituée plutôt sur le court terme 2 fois dans sa vie avant de devenir autrice. Donc tout d'abord il y a l'aspect du style de Despentes qui, alors je sais qu'il y a des personnes qui détestent, moi ça a été, je m'attendais limite à pire niveau vulgarité, mais c'est vrai qu'elle utilise un vocabulaire absolument pas pudique, qu'elle va pas hésiter à utiliser des propos vulgaires si selon elle ça cerne son propos, mais on va également avoir sa vision pro-prostitution et pro-pornographie du féminisme. Et c'est vrai que particulièrement la partie sur la prostitution, il y a plein de choses qui m'ont dérangée. Alors je vais pas rentrer énormément dans les détails puisque ça fait déjà un petit moment que je parle face à la caméra, mais en gros pour elle la prostitution ça a été une réelle libération, pour elle ça a été une réappropriation de son corps, de sa sexualité. Mais mon problème c'est que je ne critique absolument pas l'expérience de Despentes puisque c'est son expérience à elle, c'est son expérience subjective, mais à partir de cette expérience elle fait des généralités, c'est-à-dire qu'elle va dire puisque pour moi ça s'est bien passé, pour moi ça a été génial, finalement peut-être que l'on fait trop dans le misérabilisme lorsque l'on parle de la condition générale des prostituées, alors qu'il y a quand même des statistiques qui montrent que bon, une grande partie de la prostitution est forcée, une grande partie de la prostitution est imposée à des femmes racisées, à des femmes migrantes qui n'ont pas réellement d'autres options. Despentes dans cet essai s'oppose au féminisme bourgeois, or elle a, il me semble, un certain nombre de privilèges, notamment je pense le fait que ça a été une période de sa vie assez courte et que c'est un métier qui à mon avis ne se vit pas du tout de la même manière sur 6 mois, sur une année, puis après sur une décennie, sur 20 ans. Donc ça m'a vraiment dérangé le fait de prendre cette expérience personnelle et d'en tirer des grosses généralités. Et il y a également très peu de sources, très peu de citations, il y a une petite bibliographie à la fin, mais pour moi ça n'en fait pas réellement un essai, pour moi c'est plus un témoignage, c'est plus de l'autofiction à la limite, et je n'ai rien contre l'autofiction puisque une de mes écrivaines préférées c'est Annie Ernaux, mais là on est, je trouve que c'est un peu limite d'appeler ça un essai finalement, alors que c'est plutôt Virginie Despentes qui donne ses opinions à elle. Je n'ai aucun doute que lorsque le texte est sorti, je crois que c'était en 2006 ou en 2007, il a résonné puisque alors on est totalement dans le style un petit peu punk rock de Despentes,
Mais là franchement avec le recul un petit peu que j'ai, je n'ai pas été transcendée par cette lecture et elle n'a pas particulièrement résonné avec moi. Une partie que j'ai bien aimée qui se trouve plutôt vers la fin, c'est King Kong Girl, où elle réfléchit sur les attentes d'attitude plutôt qu'on impose aux femmes. Là effectivement je me suis retrouvée, puisqu'elle dit des choses très vraies, qu'on attend à ce que les femmes soient féminines, n'aient pas trop d'opinion, ne cadrent pas trop les hommes, n'aillent pas trop à l'encontre de l'opinion des hommes, etc. Et ça c'est une réalité dans laquelle je me suis un petit peu retrouvée, mais ça reste quand même une partie très mineure de l'œuvre. Puis bon finalement voilà, ça s'est laissé lire, j'ai pas été plus dérangée que ça par le style de Despentes. Je m'attendais un petit peu à ses arguments, donc même si je suis pas d'accord avec elle, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Je sais qu'après elle a beaucoup nuancé son opinion sur la prostitution et qu'il y a un épisode des coups sur la table où elle est interviewée que je vais écouter pour voir un petit peu ça. Mais voilà, une première introduction à Despentes, toute somme un petit peu mitigée. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui est déjà plutôt longue. Je sais pas combien de temps de rush j'aurai, mais je sens que ça va être un plaisir à éditer tout ça. En tout cas je suis vraiment contente du début de mon mois de janvier. Je vous dis que alors autant Binet que Ruth que Une femme à Berlin, ça a été des très bonnes lectures, je pense, des lectures qui vont rester avec moi pendant un bon moment. Si vous avez lu ces auteurs, si vous avez envie d'en lire une partie, si vous êtes en accord ou en désaccord avec moi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis également très active de manière quotidienne sur Instagram, vous trouverez tout ça en bas avec les liens. Sur ce je vous dis à très bientôt et j'ai très hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bye bye.